Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on te vole ton temps? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on te vole ton énergie? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on te vole ton argent? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on te vole ton temps, voire ta vie complètement d'ailleurs? Moi, c'est une question que je me suis posée à un moment et je me suis tout simplement résolu à la conclusion qui était de dire oui, on me vole tout, on me vole ma vie littéralement, et j'avais l'impression vraiment de marcher à côté de mes pompes, de passer à côté de tout ce que le monde pouvait offrir. Et encore une fois, moi à l'époque, j'avais pas tout ce qu'on avait à disposition en matière de contenu sur YouTube, en matière de tout ce que tu peux voir aujourd'hui sur les vidéos et qui va te motiver, te pousser un peu à cette action-là. Mais j'avais vraiment, moi, en me levant, littéralement, et même si j'étais chef d'entreprise, et surtout parce que j'étais chef d'entreprise, en fait, à vrai dire, l'impression qu'on me volait un peu, qu'on me dépossédait de tout. Ça commençait le matin parce que moi, j'arrivais au bureau avant les salariés, c'est-à-dire que déjà, tu vois, j'étais un peu dépossédé de ma liberté temporelle, dans le sens où j'étais contraint à un exercice qui, moi, m'emmerdait beaucoup, qui était d'être forcément le premier pour être là pour que les gens arrivent et qu'il y ait quelqu'un, parce que, encore une fois, quand tu es une petite boîte, bah, tu n'as pas 25 hiérarchies, et puis parce que tu n'as pas un mec de la sécu comme ici dans les condos au Thaïlande, donc tu es obligé de faire ce type de tâches qui, en fait, sont extrêmement pénibles, quoi. Tu es obligé de jouer un peu au maître d'école, à rappeler aux gens qu'il faut être à l'heure, etc., faire des trucs un peu comme ça. Et puis je partais après les salariés, et puis surtout quand c'était les vacances, bah, je partais le dernier parce que tu vois, quand tu es une petite boîte, bah, tu dois faire du chiffre, donc du chiffre, ça veut dire que tu vas être contraint un peu sur les moments où tu vas fermer. Donc nous on fermait en août, mi-août, tu vois, et puis on fermait en décembre, donc c'était les deux seuls moments de l'année où on pouvait avoir des vacances. Et encore une fois, il fallait que tout le monde soit parti en vacances pour que toi tu puisses fermer, donc c'était, tu vois, tu es toujours le dernier servi. Après ça, déposséder de ton argent, ouais, bah, clairement, moi j'étais parti dans l'idée quand j'ai créé une boîte un peu naïvement qu'en fait bah, c'était pour bosser essentiellement pour moi au départ, pour me créer mon propre emploi, ma propre activité, ma propre liberté, être décideur, maître de mon temps, de mon énergie et accessoirement de mon argent, mais c'est quelque chose qui est absolument faux. C'est-à-dire que quand tu fais un calcul, quand tu as une boîte et que tu rentres 100 balles de chiffre d'affaires, bah, déjà tout le monde se sert au passage et toi on te laisse les miettes à la fin. Et la réalité c'est que tu vois, bah, déjà tu rentres 100 balles, tu enlèves la TVA, donc déjà tu en perds beaucoup. Après il faut payer les bureaux parce que tu avais besoin de bureaux à l'époque, il faut payer les salariés évidemment parce que c'est eux qui travaillent, etc. Et puis toi tu es jamais qu'un profiteur, donc c'est normal que tu te serves à la fin, quoi. Tu vois, c'est un peu ça la mécanique. Après tu vas payer tous tes fournisseurs, tu vas payer également les charges sociales, etc. Et puis quand tu en restes, s'il en reste, bah, tu auras le droit de t'en servir un peu, quoi. Et donc tu vois que bah, toute l'énergie finalement que tu as injectée dans tes journées, c'est courir après de l'argent dont finalement tu profites pas, et qui plus est, quand on gagne, en plus c'est plutôt mal vu, mal perçu par les gens, et on te traite quasiment de voleur et d'escroc parce que tu as le malheur de gagner de l'argent alors que c'est toi qui as pris tous les risques, qui t'es acharné à faire les horaires du matin jusqu'au soir, à pas prendre de vacances, et encore une fois à monter le business. Donc tu vois, il y a cette forme d'équilibre là. Après ça, faut pas oublier un truc, c'est que ton argent ne t'appartient pas, c'est-à-dire que ce qui est sur ton compte bancaire, c'est pas à toi, mon pote. C'est-à-dire que l'État en France a le droit de se servir. Tu as une société, tu as une baraque, tu as un machin, tu as de l'argent sur un compte. Et dès que tu as quelque chose qui arrive, un huissier, un truc, une main à lever, un truc qui va arriver sur ton compte, tout le monde peut se servir. Et toi, si tant est que tu es par miracle pu économiser un peu d'argent quand on t'en a laissé, ben on te dit qu'en plus, bah non, c'est pas le tien, parce qu'en fait, c'est une erreur que de le penser. Il t'appartient pas ton argent. Je t'invite à le vérifier en France, tu verras que si tu dois de l'argent à l'État, bah, tu t'apercevras que l'État se sert. Si tu dois de l'argent à ton banquier, ou du moins s'il estime que tu lui en dois, bah, il va se servir directement sur ton compte. Si tu n'en as pas, il va te mettre des frais qui vont faire que tu vas tomber dans le rouge pour te refacturer d'autres frais. Donc tu vois que ton pognon ne t'appartient pas. Ton temps ne t'appartient pas, mais c'est normal parce qu'en France, on considère que le temps, c'est rien, ça coûte pas cher parce que le temps, tout le monde en a. Mais en fait, c'est ce qu'il y a de plus précieux et c'est ce que la plupart des gens oublient. C'est-à-dire que, tu vois, en Asie, c'est quelque chose sur lequel on comprend vraiment la différence entre l'Occident et l'Asie, c'est que le temps ici n'a pas de valeur pour eux. C'est-à-dire qu'arriver un quart d'heure, une heure en retard, c'est pas grave. Du temps, ils en ont, puis ils sont mal payés. Donc de toute façon, ça change pas grand-chose. Mais nous, quand toi, tu es payé même 20 balles de l'heure, ou 30 balles, ou 40, ou 100 balles, ou 200 balles, bah, tu vois que c'est de l'argent que tu perds. Ce temps, en fait, il ne se reproduit pas. Et les Asiatiques, en général, du moins dans les pays pauvres, enfin, les pays qui sont pas, tu vois, au niveau des pays riches en Occident, considèrent que le temps, c'est pas grave, parce que mieux
vaut perdre de l'argent, enfin mieux vaut perdre du temps que de l'argent. Mais parce que, encore une fois, ils n'ont pas cet arbitrage-là qui est de la logique financière, mais que j'avais pas non plus. C'est-à-dire que ce qui est le plus précieux, c'est ton temps. Ton temps, tu vois, l'argent, tu peux le perdre, tu peux le regagner, tu peux faire des hauts, des bas, c'est comme ça dans le business. Tu vas te ramasser, tu vas te refaire, et puis ça va repartir. Le temps, il est disparu, il reviendra jamais, il ne repartira pas, c'est comme ça. Et tout ça pour dire qu'en fait, quand tu accumules tous ces éléments-là, c'est déjà tu passes beaucoup de temps au bureau, tu passes beaucoup de temps à bosser, surtout pour lever de l'argent, pour alimenter tout un système dont toi tu profites assez peu. Et puis encore en plus, quand ce système il commence à moins bien marcher, c'est toi qui es responsable, on va pouvoir se servir sur ton compte et donc on va pouvoir te déposséder d'à peu près tout. Je noircis à peine le tableau, ça c'est quand tout se passe mal. Et tu t'aperçois quand tu te réveilles à 40 ans que tu passes à côté de ta vie. Et s'il y a autant de gens qui pètent les plombs chez les quadras, c'est pas par hasard. Si les mecs à 40 balais font les boulons, il y a une raison à ça. Cette raison, c'est celle-ci, c'est de te réveiller un matin en disant putain, mais qu'est-ce que je fais là? Où est-ce qu'ils sont passés mes 20 ans, mes 30 ans? Qu'est-ce que j'ai fait de mes rêves? Il va falloir que je fasse ça encore pendant 20 ans, 25, 30, peut-être même plus, parce que la retraite, elle va disparaître. Qu'est-ce que j'ai en alternative? Qu'est-ce que j'ai comme choix? Qu'est-ce que ça va te donner demain? Et en fait, c'est ça le truc. Si tu as ce sentiment-là, c'est le moment peut-être de te dire que c'est le déclic, que c'est le bon moment justement pour enclencher quelque chose. Tu vois, j'en ai parlé souvent. Et souvent avec des gens avec qui on a eu de bonnes discussions autour d'un dîner, d'un verre, c'est que tout est parti d'un déclic. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as quelqu'un qui se réveille et qui dit putain, je peux pas aller, ça ne peut pas continuer comme ça. Tu vois, c'est un moment, c'est un point de non-retour. Et c'est ce point-là, en fait, si tu l'as atteint, qui doit être vraiment le moteur d'un changement profond. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc où tu sais que tu vas pas pouvoir continuer. Et il n'y a que quand tu auras atteint ce point-là que tu vas vraiment être poussé à l'action, parce que ça sera quasiment une question de vie ou de mort, une question de survie. Moi mais tu vois, il y a plein de professions. Tu prends les agriculteurs qui se suicident, tu prends les cadres qui sont sous pression, tu prends les mecs qui sautaient des bureaux parce qu'on leur mettait une pression de folie, tu prends tout ça, en fait, ça participe du même principe. C'est-à-dire que les gens ont plus de perspective, ils n'ont pas d'avenir, ils sont pas heureux, ils voient pas la fin du tunnel. Et dans plein de professions, y compris quand tu es entrepreneur petit, entrepreneur quand tu n'es pas Tim Cook, quand tu n'es pas une boîte du CAC 40, évidemment, tu peux avoir ce même type de réflexion, ce même type de truc, parce que tu as toujours une épée de Damoclès sur la tête, et parce que tout ça, ça te ruine la santé, ça te ruine le moral, ça te bouffe de l'intérieur. Et tout ça, ça te pourrit littéralement. Et en fait, eh bien, c'est le moment, c'est vraiment si tu arrives, ou si tu penses que tu arrives à ce point-là, juste avant le burn-out, parce que le burn-out, c'est jamais que la manifestation, pas tant que tu travailles trop, mais la manifestation du fait que tu as une vie qui est extrêmement déséquilibrée. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je bosse en moyenne 8 heures par jour, mais 6-7 jours par semaine. C'est pas un problème, parce que j'ai une vie qui est équilibrée, parce que je suis heureux dans ce que je fais. Et quelqu'un qui, en fait, même ne bosserait que 2 heures, qui n'a pas d'utilité, qui sert à rien, qu'on a mis au fond d'un placard, dans un truc qui sert à rien, ou qui pense qu'en fait, tout ce qu'il fait, ça n'a aucune espèce d'utilité sociale, qu'il n'est pas reconnu, qu'il n'est pas apprécié, que tu vois, qu'on lui crache un peu dessus, et ben tout ça, ça conduit à ce mal-être. Et ce mal-être, en fait, c'est ça qui doit être le moteur de ton changement. Si aujourd'hui, tu es bien dans ce que tu fais, tant mieux, c'est génial. Et c'est juste qu'il faut atteindre, c'est cet équilibre, en fait, c'est ce bonheur que tu dois viser pour arriver. Après, l'entrepreneuriat, tu vois, c'est pas forcément, et l'expatriation non plus, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'est pas heureux dans ce système-là. Chacun doit avoir la possibilité de construire son propre système. Aujourd'hui, on te vend un modèle unique qui consiste à dire que voilà, c'est comme ça, la route tracée. Il y a l'État qui le fait, ta famille sans doute autour de toi, tes potes qui disent ouais, tu dois, voilà. Moi, je me souviens de mes potes qui me disaient faut se marier, faut machin, avoir la baraque, ils ont tous fait pareil. Moi, je l'ai pas fait. Bon, bref, après, tu vois que tu es un peu divergent, mais chacun doit construire en fait quelque chose qui le rend heureux. Tu es le seul responsable de ton bonheur. Et en fait, eh bien, c'est comme ça que tu dois le construire, c'est en ayant tes propres préoccupations en tête, en écoutant un peu, eh bien, tu vois, ton quotidien. Si t'es pas heureux dans ton quotidien, dis-toi que si tu changes pas, ça va pas s'arranger, parce que ça va pas. Il y a personne qui va te l'arranger à ta place. Tu vois, il y a pas de baguette magique qui va faire que t'es emmerdé par tel ou tel truc, ça va disparaître comme par magie. Non, ça va pas s'arranger. C'est à toi de prendre des décisions, encore une fois. Et souvent, c'est ça, c'est le déclic. Le déclic, j'aimerais que tu gardes ça en tête. C'est le moment où tu vas te dire que j'en peux plus, c'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça pendant 1 an, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Je vais te raconter en fait juste une petite anecdote qui illustre ce propos-là, c'est que à un moment, avec mon associé, quand on a décidé de stopper, en fait, tu vois, on était à un moment où on s'est dit que on pouvait soit jouer aux pompiers, on arrivera à remonter l'activité, à courir un peu après le truc, mais
On s'est juste posé, puis on a réfléchi, on s'est dit, est-ce que c'est ça qu'on veut finalement, se remettre encore pour 5, pour 10 ans, comme ça, de la même manière, courir après le temps, courir après cette épée qu'on a toujours à bosser pour les charges, les machins, régler les problèmes des salariés. Est-ce qu'on veut ça vraiment, ou est-ce que c'est pas le moment, est-ce que c'est pas l'occasion justement de dire, bon basta, on a fait ce qu'on a pu, on a construit un truc, il n'y a jamais rien qui est éternel, tu vois, même une baraque ça s'effondre, donc c'est pareil, une entreprise ça se crée, ça grandit, ça meurt, et puis tu en recrées d'autres, c'est comme ça que ça marche. Et donc, eh bien, on a pris un peu ce contre-pied qui était de dire que c'était sans doute le moment en fait de changer. C'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que à cette époque-là précisément, on a décidé en 10 minutes vraiment de mettre un terme à 7 ans d'activité avec des sociétés classiques pour partir dans l'inconnu, pour partir commencer à faire des trucs sur le net, à l'époque où le net c'était n'importe quoi, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de trucs, il n'y avait pas de business model, il y avait des startups qui avaient fait des trucs, qui avaient levé des milliards mais ça rapportait pas d'argent et il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait pas tout ce que tu connais aujourd'hui. Je te parle de cette époque-là, on est en 2006-2007, donc tu vois qu'à cette époque-là c'était vraiment autre chose. C'est juste, on a pris la balle au vol quoi, tout simplement, et encore une fois c'est juste parce qu'on a eu ce déclic-là à ce moment-là. Ça a été sans doute un des jours rétrospectivement qui était le plus important de toute ma vie, parce que c'est celui qui m'a conduit là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que sans ça, je serais sans doute encore en France avec des salariés, peut-être sans doute pas dans le même secteur d'activité, ou alors dans le même secteur d'activité mais sous une forme différente. Peut-être que je ferais des campagnes de mass mailing, tu vois, avec une boîte en France, parce que j'aurais pas eu l'opportunité de faire ce que je fais aujourd'hui, et donc j'aurais pas, tu vois, je serais toujours bloqué, sans doute un peu comme ça, et puis peut-être que je serais heureux, peut-être pas, j'en sais rien. Toujours est-il que, eh bien, ce jour-là, ça a profondément changé ma vie, toute ma vie, tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je suis devenu. Eh bien, c'est ce jour-là en fait où ça a pris forme, ça a été vraiment le moteur, le déclic.